Si vous étiez pris au piège dans un vrai film d'horreur et pourchassé par une famille de zombies, que feriez-vous ? Tous les méchants des films veulent être libérés et il n'y a rien que vous puissiez faire pour les arrêter. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les monstres horribles dans The Cabin in the Woods. Ces étudiants sont sur le point de détruire le monde entier. Ils se rendent à la cabane de leur ami pour une excursion, mais quand Jules vérifie le GPS pour vérifier l'itinéraire, elle découvre que la maison n'existe même pas sur la carte. C'est étrange, mais ils s'en moquent parce que Marty leur explique que le fait d'être hors des sentiers battus est en fait une bonne chose. Personne ne pourra les trouver et ça signifie qu'ils seront libres de faire la fête autant qu'ils le veulent. Mais il ne se rend pas compte que ça va se retourner contre lui. En s'enfonçant dans la nature, le groupe arrive enfin à destination et sort du camping-car pour voir la cabane. Elle est plus vieille que prévu, mais lorsqu'ils ouvrent la porte pour regarder à l'intérieur, ils découvrent que l'intérieur a été entièrement rénové. Dans sa chambre, Holden s'installe et pose ses affaires lorsqu'il remarque quelque chose d'inquiétant. Sur la commode se trouve une peinture représentant des chasseurs en train de dépecer un mouton. Il est dégoûté et décide de le décrocher. En regardant le mur, il est surpris de voir une fenêtre qui donne directement sur la chambre de Dana, mais elle ne le remarque pas du tout. C'est un miroir sans teint et il est aux premières loges pour la voir se déshabiller. Holden se sent gêné et trop coupable pour continuer à regarder, et il frappe le mur pour qu'elle arrête. Il rassemble tout le monde pour leur montrer le miroir, et il n'arrive pas à croire qu'un endroit comme celui-ci en possède un. Curtis suggère de vérifier les autres pièces et les autres partent, mais Dana reste sur place. Voyant à quel point la jeune fille est nerveuse, Holden lui propose de changer de chambre avec elle, ce qu'elle accepte volontiers. L'homme prépare ses affaires et la laisse seule dans la chambre. Mais alors que Dana commence à recouvrir le miroir avec une couverture, elle ne se doute pas qu'elle est toujours observée. Ok, rien de tout ça n'est une bonne idée. Partir en vacances avec le dieu du tonnerre est censé être un week-end épique. Mais il y avait déjà trop de signes qui auraient dû leur faire comprendre qu'il valait mieux rester à la maison. Tout d'abord, ce groupe a découvert que leur destination n'est même pas cartographiée par les satellites. Et ce n'est pas aussi normal que vous pourriez le penser. S'il n'y a pas de données GPS dans cette zone, c'est soit qu'elle n'a pas d'adresse enregistrée, soit qu'elle est construite dans un endroit trop éloigné, soit que quelqu'un a demandé que ces informations satellites soient supprimées. La bonne nouvelle, c'est que nous en savons déjà assez pour déduire laquelle de ces raisons est la plus probable. À en juger par l'heure de la journée, ce voyage n'a pas dû durer plus de 4 à 5 heures. Ce qui signifie qu'ils ont probablement parcouru moins de 300 km. S'ils ont réussi à s'y rendre dans ce vieux camping-car, alors la cabane est suffisamment accessible pour être cartographiée par GPS. Donc, ça ne peut pas être la raison. Deuxièmement, le groupe s'est arrêté pour prendre de l'essence sur le chemin où cet homme leur a dit que la maison s'appelait Buckner Place et qu'elle avait été vendue à de nombreux propriétaires avant eux. Si l'endroit a été mis en vente, alors il y a certainement une adresse enregistrée. Ça nous laisse l'option la plus probable que cette cabane a été intentionnellement supprimée de la cartographie satellite, ce qui est vraiment suspect. Et quand vous combinez ça avec ce que nous avons découvert à l'intérieur, ce n'est pas surprenant. Quand ce type a enlevé la peinture, il a trouvé un miroir sans teint, qui n'a absolument rien à faire ici. Mais ce qui est bizarre, c'est que le cadre en bois semble beaucoup plus récent que le reste du mur. Quelqu'un l'a fait installer récemment, ce qui rend la chose beaucoup plus effrayante. Maintenant, si nous avons de bonnes raisons de croire que cet endroit a été retiré de la cartographie satellite, alors ce miroir pourrait être utilisé pour un interrogatoire ou même une exécution. Si j'étais dans cette situation, je me méfierais vraiment de Thor, parce que la cabane appartient en fait à son cousin. Puisque sa famille est propriétaire de l'endroit, Curtis savait probablement tout sur le miroir. Les signes indiquent déjà qu'il se passe des putains de choses dans cette foutue maison, et je chercherai d'autres indices qui aideraient à confirmer mes soupçons. Si je trouve des choses bizarres comme des caméras ou des armes ensanglantées, alors je rassemblerai discrètement les amis en qui j'ai confiance et je partirai avec le camping-car avant que quelque chose de grave n'arrive. Pendant ce temps, dans une grande salle de surveillance, quelqu'un espionne les étudiants et ils n'ont aucune idée qu'il y a des dizaines de caméras cachées dans toute la cabane. C'est alors qu'une scientifique entre et demande à l'homme l'autorisation de droguer la femme blonde et d'augmenter sa libido. Elle explique qu'ils ont secrètement ajouté à sa teinture pour cheveux un produit chimique qui diminue son QI et qu'ils vont s'assurer que tous les étudiants meurent ce soir. C'est le coup monté parfait et tout se passe comme prévu dans leur plan secret. Ce soir-là, le groupe organise une fête et ils passent tous un bon moment. Soudain, Marty décide qu'ils doivent tous jouer à action ou vérité. La rousse choisit de relever le défi, mais tout à coup, une trappe s'ouvre derrière eux. Le groupe se dirige vers elle, curieux de savoir ce qui se passe, et ils descendent tous pour vérifier ce qu'il y a en bas. Marty allume une lanterne pour éclairer la pièce et le groupe est surpris de trouver une impressionnante collection d'antiquités étranges laissées là. C'est alors que Dana trouve un journal intime appartenant à Anna Buckner, dont la famille vivait dans cette cabane. En le parcourant, elle lit les derniers mots qui disent « Celui qui récitera les phrases latines écrites sur cette page ressuscitera les morts ». Marty l'avertit de ne pas le faire, mais il entend soudain une voix insister pour qu'elle lise les phrases à haute voix. Il est le seul à l'avoir entendu, et la fille récite les mots, scellant ainsi leur destin. Dans la forêt, une main jaillit du sol alors que la famille Buckner sort de sa tombe et ses zombies sont en manque de sang. Ok, tout ça était une très mauvaise idée.
Ces étudiants avaient beaucoup de signes leur indiquant que quelque chose ne va pas ici, mais ils les ont tous ignorés. Tout d'abord, il n'y a aucune raison naturelle pour que la trappe s'ouvre d'elle-même avec autant de force. Curtis suggère que le vent a dû l'ouvrir. Mais cette porte mène au sous-sol qui est complètement isolé de l'extérieur, donc ça n'a aucun sens. Pour réussir à ouvrir une porte comme celle-ci avec une telle force, il faudrait un vent d'au moins 80 km/h. Mais à l'extérieur, il n'y a à peine qu'une légère brise. Ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est qu'il ne s'agit pas d'une bande d'enfants stupides, parce que plutôt cette fille voulait emporter son livre sur les conséquences du climat politique et culturel pour s'amuser. Ce sont des élèves intelligents, mais il n'y a pas eu une seule pensée critique dans ce groupe, sauf pour Marty. Et c'est un signe clair que quelque chose ne va vraiment pas ici. Maintenant, en ce qui concerne les objets dans ce sous-sol, il n'y a aucun moyen de savoir que tous ces objets sont maudits. Mais s'il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il ne faut jamais lire un sort à haute voix. Le latin est une langue morte, mais on l'utilise aujourd'hui encore dans les incantations religieuses et dans l'occultisme. Et si vous avez déjà vu des films d'horreur, le fait de lire quelque chose en latin va sérieusement vous gâcher la journée. S'il y avait le moindre signe que des rituels de culte aient été pratiqués dans cette maison, nous devrions partir sans attendre. L'une des façons les plus simples de le savoir, c'est de connaître l'odeur du sous-sol. Pendant des siècles, les sorcières ont utilisé des herbes pour préparer des potions afin de se protéger des démons et de jeter des sorts aux gens. Si des herbes comme le millepertuis ou la sauge ont été placées sur les rebords de fenêtres de la cabane, il y a de fortes chances que les anciens propriétaires de la maison pratiquaient la sorcellerie. Ce sont des parfums très reconnaissables pour les rituels sombres, et si les étudiants voyaient l'un de ces signes, il ne leur faudrait pas longtemps pour comprendre qu'ils doivent quitter cet endroit immédiatement. Les étudiants remontent à l'étage pour traîner, mais la blonde commence à flirter avec le mec défoncé, ce qu'elle ne ferait absolument jamais. C'est suspect, et il leur dit qu'il pense que quelque chose ne va pas chez tout le monde, mais personne ne le croit. Excité, Curtis décide de quitter le groupe pour passer du temps seul avec sa petite amie. Avant de sortir, il dit au mec défoncé de partager sa théorie avec les autres pendant qu'il s'envoie en l'air. Mais ça ne fait que confirmer à Marty qu'il y a plus dans cette cabane qu'il ne le pense. Et il a tout à fait raison. Plus tard, le petit ami et la blonde sont enlacés dans la forêt. Mais il ne se doute pas qu'une équipe de superviseurs surveille chacun de leurs mouvements et est prête pour la prochaine étape de ce plan diabolique. Les scientifiques libèrent un brouillard chimique composé de phéromones et les deux étudiants décident de le faire sur le sol de la forêt. Ils commencent à s'embrasser quand un couteau surgit de nulle part et transperce la main de la fille. Elle hurle de douleur et fait sursauter son petit ami. Il lève les yeux et réalise qu'ils viennent d'être attaqués par un zombie. Le petit ami s'attaque au monstre et le renverse au sol. Inquiet, il court vers sa petite amie pour voir comment elle va, mais une autre créature l'attaque par derrière. Il combat le zombie et retire une cisaille de jardin de son dos. Mais un troisième monstre apparaît alors. Cette créature géante balance un piège à ours vers le petit ami et le frappe à la tête pour l'assommer. Paniquée, la petite amie essaie de courir devant le zombie, mais celui-ci l'attrape avec son piège à ours et tire la femme vers lui. La créature la soulève et elle ne peut rien faire parce que le monstre tient une scie à métaux sur son cou, forçant son petit ami à regarder pendant qu'il la tue. Ça fait un premier sacrifice de fait et il reste 4 étudiants. Ok, c'est une façon horrible de mourir, mais nous devons laisser à ces gars un peu de mou ici. Aucun d'entre eux ne fait de bons choix ce soir. Mais c'est parce qu'ils sont contrôlés par ces superviseurs qui ont orchestré toute cette situation. D'une manière ou d'une autre, ils les ont attirés jusqu'à cette cabane isolée et c'est probablement la raison pour laquelle ces étudiants n'ont pas pu faire fonctionner leur GPS en venant ici. Puis, ils ont trafiqué la teinture blonde de la fille avec des produits chimiques qui ont diminué sa capacité à penser par elle-même. Ils ont littéralement transformé cette étudiante brillante en une blonde idiote. Et avec tout ça contre eux, il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire pour déjouer la situation. Pour la perspective, nous pouvons voir ici sur ce moniteur que la température de la forêt est de 64 degrés Fahrenheit, soit 17 degrés Celsius. Mais regardez ce que porte cette fille. Ses vêtements ne sont pas suffisants pour la garder au chaud avec un climat pareil. Et au lieu de demander la veste de son petit ami, elle enlève encore plus de vêtements. Si le brouillard de phéromones a compromis sa réflexion au point que nous ne pouvons même pas dire à quel point nous avons froid, alors ce n'est pas un combat loyal. Et nous allons devoir utiliser les outils de survie les plus élémentaires si nous voulons nous en sortir vivants. Dans une situation de vie ou de mort, votre corps se met dans un mode qu'on appelle la réaction de combat, de fuite ou de congélation. Et c'est notre mécanisme de défense biologique par excellence. Même pour les personnes les plus stupides. Maintenant, Curtis a utilisé ses instincts pour se battre, ce qui n'était pas la bonne décision. Mais il a fait une chose salvatrice qui lui a permis de révéler une stratégie clé pour les battre. Il a prouvé que ces créatures peuvent être renversées facilement en leur fonçant dessus. Mais l'observation la plus importante est qu'elles mettent une éternité à se relever. Lorsque le troisième zombie est sorti pour les attaquer, les 2 autres zombies que Curtis avait assommés n'ont été vus nulle part pendant plus de 30 secondes. Ces monstres sont très lents, et ça nous indique qu'une fois au sol, ils auront tout le temps de s'enfuir. Maintenant, nous avons également assez d'informations pour suggérer que ces créatures ne sont pas assez intelligentes pour planifier une embuscade. Parce que si elles l'étaient, elles auraient réalisé que ça leur aurait donné un avantage certain. Le fait qu'elles soient sorties une par une signifie qu'elles sont plutôt stupides. Et comme nous sommes toujours affectés par les produits chimiques, ça rend les règles du jeu équitables. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de trop réfléchir à la situation pour s'échapper. De ces 3 zombies, le plus dangereux, c'est le gars avec une chaîne, parce que c'est une arme qu'il peut lancer à bonne distance.
Mais sa faiblesse, c'est qu'il doit la rembobiner pour la relancer. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'esquiver son attaque une fois en nous cachant derrière un arbre. Et quand il la rembobine, nous courons droit vers lui et le renversons comme les deux autres. Même si ces superviseurs ont rabaissé notre QI, notre instinct de survie de base devrait suffire à nous sortir de là. Et nous en sortirons vivants uniquement si nous utilisons les faiblesses des zombies contre eux. Dans la cabane, Marty décide de sortir faire une promenade. Quand il regarde le ciel, il remarque qu'il n'y a pas d'étoiles. L'homme interprète ça comme un signe que quelque chose de très mauvais va se passer. Et il ne remarque pas qu'un zombie se faufile derrière lui. C'est alors que le petit ami se heurte à Marty, lui disant de retourner à l'intérieur, et ils courent tous les deux vers la cabane en faisant tomber le zombie au sol. À l'intérieur, les autres voient Curtis dans tous ses états, lui demandant où est sa petite amie. Et l'homme leur dit qu'elle est partie. Il sait qu'ils doivent partir immédiatement s'ils veulent survivre. Mais la rouquine insiste sur le fait qu'ils doivent d'abord trouver leur amie et ouvre la porte révélant un zombie géant à l'extérieur. Le groupe regarde le monstre avec stupeur et soudain, il jette quelque chose dans les bras de la rousse. En l'attrapant, elle réalise que c'est la tête de la femme blonde et hurle de terreur avant que les autres courent vers la porte et la verrouillent, empêchant le monstre d'entrer dans la cabane. Tout le monde est terrifié et Curtis leur dit qu'ils doivent barricader toutes les entrées de la cabane et se serrer les coudes pour rester en sécurité. Mais les superviseurs ont d'autres plans. L'un d'eux appuie sur un bouton et libère des phéromones dans la cabane, alors que Curtis se dirige droit dans leur piège. Il se retourne et il dit aux autres qu'il a changé d'avis, insistant sur le fait qu'ils devraient se séparer pour couvrir plus de terrain. Et le groupe accepte son terrible nouveau plan. Soudain, un zombie traverse le mur derrière eux et l'homme va combattre la créature tandis que les autres courent vers leur chambre, sans savoir qu'ils sont sur le point d'être piégés à l'intérieur. Marty ferme rapidement la fenêtre et renverse une lampe, mais il remarque alors quelque chose d'étrange. En inspectant la lampe, il découvre une minuscule caméra espion et se rend compte que quelqu'un les observe. L'étudiant pense alors qu'il doit participer à une émission de télé-réalité. Mais soudain, un monstre l'attrape par derrière, depuis l'extérieur. Il cherche désespérément quelque chose pour se protéger, mais il est traîné dehors et jeté au sol. Se remettant sur ses pieds, il tente de s'enfuir, mais le zombie lui envoie un couteau dans le dos, le faisant tomber au sol. Marty ne peut rien faire parce que le monstre l'attrape par les jambes et le traîne dans sa tombe. Ça fait 2 sacrifices, et il reste 3 étudiants. Ok, ça devient vraiment moche. Marty était le seul étudiant à réaliser qu'ils étaient surveillés par des caméras, et cette information aurait pu être extrêmement utile au reste du groupe. Ça les aurait aidés à réaliser que quoi qu'il se passe dans cette cabane, ils ont été piégés ici pour divertir quelqu'un. Et ça leur aurait permis de se focaliser sur des stratégies pour battre le scénario. Au lieu de penser uniquement à battre les monstres, nous pourrions élargir nos tactiques pour lutter contre ceux qui nous observent et détruire toutes les caméras que nous pourrons trouver. Ça obligerait ceux qui nous observent à réagir en temps réel, et plus nous interférons dans leurs plans, plus ils devront s'adapter à la situation. En forçant votre ennemi à réfléchir à la volée, il lui sera plus facile de faire une erreur, ce qui pourrait nous donner plus d'occasions de nous échapper. Maintenant, aussi dangereux que soient ces monstres, la plus grande menace pour les étudiants sont ces pièges à phéromones. Curtis avait eu la bonne idée de suggérer de se serrer les coudes et de barricader les entrées. Et c'est certainement la chose la plus intelligente à faire. Ces monstres sont lents, ce qui signifie que nous devrions avoir assez de temps pour nous organiser, et il y a assez de meubles dans cette cabane pour caler les fenêtres et les portes. Pour autant que nous le sachions, il n'y a que 5 zombies à tuer. Et comme nous avons une arme, c'est certainement un scénario qu'on devrait pouvoir battre dans des circonstances normales. Le problème, c'est qu'en appuyant sur un seul bouton, les superviseurs ont pu faire changer d'avis Curtis et détruire complètement sa stratégie. Il y a probablement des ventilations dissimulées partout dans ce bâtiment. Et comme ces phéromones sont inodores, personne ne semble se rendre compte qu'elles sont là. C'est une énorme faiblesse et nous devons travailler avec un QI réduit jusqu'à ce que nous puissions sortir de cette cabane. Maintenant, tous ces étudiants ont décidé qu'il était préférable de se séparer et d'aller dans leur chambre. Mais l'une des stratégies de survie à faible QI les plus efficaces que nous ayons, c'est la lâcheté. Quand vous mettez votre propre vie avant celle des autres, ça rend votre prise de décision beaucoup plus facile, parce que vous n'avez pas à peser vos options. Nous n'avons pas besoin d'être plus malins que la situation tant que nous avons un bouclier de viande à notre disposition. Donc dans cet esprit, je suis d'accord avec le plan. Mais suivez Holden ou Curtis dans leur chambre et refusez d'en sortir. Si un zombie vient nous attaquer, ils pourront faire tout le travail pour l'arrêter, et ça me donne une plus grande chance de survivre sans même avoir à utiliser mon cerveau. Dans la chambre de Dana, un monstre commence à passer à travers la fenêtre et la jeune fille recule terrorisée. C'est alors que son ami Holden brise le miroir sans teint et Dana saute littéralement de l'autre côté en tombant sur le sol. Ensemble, les 2 survivants déplacent son lit et bloquent le trou qui mène vers l'autre chambre, et ils découvrent une trappe qui était cachée en dessous. Dana décide de l'ouvrir et découvre qu'elle mène à la cave. En faisant descendre une lampe par la trappe, ils voient que rien ne les attend et sautent en sécurité. La jeune fille éclaire la pièce et découvre une collection d'outils sur une table. C'est alors qu'elle se souvient du journal et réalise que c'est la même pièce où la famille Buckner avait été assassinée. Dana est terrifiée à l'idée qu'il soit tué ici aussi, mais son ami la rassure. Il lui dit qu'ils vont survivre et demande à la fille de chercher une sortie. Soudain, un piège à ours s'abat dans son dos et un zombie le tire vers la trappe. La fille se précipite pour le sauver et le tire vers le sol, laissant le zombie suspendu à travers l'ouverture.
Attrapant un pied de biche, elle l'enfonce directement dans le visage du monstre, le tuant avec succès. Avec le zombie qui est maintenant mort, Dana a interféré avec le plan du superviseur et l'un d'eux appuie sur un bouton qui électrifie le couteau qu'elle tient en main. Elle le lâche immédiatement. C'est alors que Curtis passe la porte derrière eux en disant à ses amis de le suivre hors de la cave. Le groupe quitte la cave et tous courent vers le camping-car dans l'espoir de s'échapper. Les survivants montent à bord, mais ne se doutent pas que leur plan est sur le point de s'effondrer. Ils roulent dans le tunnel pour tenter de s'échapper, mais c'est alors que la grotte explose soudainement et que les parois rocheuses commencent à tomber lourdement. Paniqué, le groupe fait marche arrière et recule à toute vitesse, évitant de justesse d'être écrasé sous les débris. Les étudiants regardent le tunnel en état de choc, réalisant que leur seul moyen de sortir d'ici a été fermé à jamais. Les amis se regroupent près de ce ravin où ils peuvent voir une autre falaise de l'autre côté, et Curtis pense pouvoir la franchir. Faisant tourner la moto qu'ils ont apportée avec eux, il rassure les autres en leur disant qu'il trouvera de l'aide et se prépare à franchir le fossé. L'homme saute par-dessus le ravin et il semble qu'il puisse y arriver, mais il s'écrase soudainement contre un champ de force invisible. Son corps est envoyé dans les falaises en contrebas et ça fait maintenant 3 sacrifices et il ne reste que 2 étudiants. Ok, alors ça c'est complètement injuste. Ils se sont finalement échappés de la cabane, ce qui signifie qu'ils ne sont plus sous l'influence des phéromones. Et ils ont enfin eu la liberté de penser de manière éclairée à cet horrible scénario. Curtis était convaincu qu'il serait capable de sauter à travers le canyon. Et il semblait même qu'il allait y arriver, mais c'était quand même une idée horrible. Si nous regardons ça de façon réaliste, la distance entre les deux côtés semble être de près de 10 camping-cars. Et comme un camping-car moyen fait environ 30 pieds de long, soit 9 mètres, ça pourrait signifier que l'écart est d'environ 330 pieds, soit à peu près 100 mètres. Aussi effrayant que ça puisse paraître, il ne s'agit pas d'une distance impossible. En 2008, un motocycliste australien, Robbie Madison, a réussi à sauter une distance de 351 pieds, soit 106 mètres, mais avec l'aide d'une rampe géante pour gagner du temps et d'une moto spécialisée, sans oublier des années d'entraînement professionnel. Pour que ça soit possible, il aurait fallu que Curtis roule à plus de 90 miles par heure, soit 144 km/h sur une rampe d'au moins 30 pieds de haut, soit presque 10 mètres de haut. Et il aurait aussi dû avoir suffisamment de place de l'autre côté pour ralentir ensuite. Maintenant, calculer le mouvement de projection d'un objet n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de variables différentes en jeu. Mais il n'est pas nécessaire d'être un mathématicien de génie pour comprendre que, quelle que soit la façon dont on voit les choses, il est certain que ça finira très mal pour lui. En attendant, le reste d'entre nous devrait essayer de grimper sur le flanc de la montagne au-dessus du tunnel et nous pouvons voir ici qu'il pourrait y avoir un endroit pour trouver un chemin. Dans le pire des cas, nous découvririons simplement que le champ de force bloque notre chemin et nous devrions redescendre. Mais nous aurions alors plus d'informations qu'auparavant. Cette solution n'a clairement pas fonctionné et la seule autre idée était de retourner à la cabane. Mais il y avait encore un excellent moyen de s'échapper en utilisant cette stratégie. S'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est que cette famille de zombies continuera à vous suivre où que vous alliez jusqu'à votre mort. En gardant ça à l'esprit, la décision la plus intelligente pourrait être d'attendre qu'ils apparaissent et de les écraser avec le camping-car. Ces créatures sont déjà mortes, donc nous ne pourrons peut-être jamais les tuer. Mais les écraser mutileraient leur corps au point qu'il n'y aurait plus aucun moyen pour elles de continuer à nous hanter. Connaître les tropes des films d'horreur va nous sauver la vie. Parce qu'une telle stratégie peut fonctionner si on sait comment les différents types de monstres se comportent. Et cette information nous aide à développer la bonne stratégie pour les éliminer. Dana a compris ça par accident, parce qu'elle a poignardé le zombie au visage et qu'il a arrêté de bouger complètement. Ce qu'elle n'a pas semblé remarquer, c'est que les surveillants ont électrifié le couteau et l'ont retiré de ses mains. Pour une raison quelconque, elle ne s'est pas rendue compte de ce qui s'est passé. Mais ça signifie probablement que tous les objets que nous prendrons dans cette cabane ne seront pas dignes de confiance, parce qu'ils pourraient être sabotés quand nous en aurions le plus besoin. C'est une raison de plus pour laquelle, au lieu de se défendre avec des couteaux et des tasses à café, si nous nous armons d'un camping-car de 10 tonnes et d'une collection de tropes de films d'horreur, nous aurons peut-être une chance de nous en sortir vivants. N'ayant pas d'autre choix, les survivants montent dans le camping-car et retournent à la cabane. Holden pense qu'il pourrait trouver un autre moyen de sortir, mais la fille affirme que c'est sans espoir. Soudain, un couteau énorme éclate la gorge de l'homme et Dana est horrifiée de voir qu'un zombie s'est faufilé à l'intérieur du véhicule. Ça fait 4 sacrifices et il ne reste qu'une personne du groupe vivante. Son ami tombe mort sur le volant et le camping-car part s'écraser dans un lac. Il s'enfonce dans l'eau, mais Dana parvient à s'échapper du camping-car, faisant d'elle la dernière survivante. Dana s'extrait de l'eau et s'effondre sur la jetée. Mais alors qu'elle pense être en sécurité, le zombie géant s'avance à l'autre extrémité de la berge et le monstre se dirige vers elle, bien décidé à se venger. La créature balance son piège à ours en l'air pour tuer la jeune fille, mais la chaîne se coince soudainement. Marty est toujours en vie et il tire le monstre en arrière, sauvant Dana à la dernière seconde. Les 2 survivants sont soulagés de se voir, mais le zombie n'en a pas encore fini avec eux. La fille frappe la créature avec une planche de bois, la faisant tomber dans l'eau. Les amis courent rapidement dans la forêt et Marty les ramène vers la cabane. Il ouvre une trappe cachée qu'il a trouvée et les survivants la franchissent. Mais ils vont bientôt découvrir l'horrible vérité sur la raison pour laquelle ils ont été amenés ici. À l'intérieur, la femme est surprise lorsqu'une main lui tape sur le pied et elle voit le zombie qui a attaqué Marty sur le sol, coupé en morceaux.
Il ouvre une trappe cachée sur le sol révélant un ascenseur. Et il lui dit que les zombies ont été envoyés pour les attaquer, mais qu'ils peuvent le prendre pour s'échapper. N'ayant plus d'autre choix, la rousse se laisse tomber à l'intérieur et Marty manipule la boîte à fusibles pour faire démarrer l'ascenseur. Il les emmène plus profondément sous terre, mais s'arrête soudainement. C'est alors que l'homme se retourne pour voir une ballerine piégée dans une boîte en verre et découvre que son visage entier est une bouche géante. Derrière eux, un homme avec des lames de scie circulaires enfoncées dans sa tête sort de l'ombre et il tient un étrange puzzle tout comme celui qu'ils ont trouvé au sous-sol. C'est alors que Dana réalise qu'ils ont choisi comment ils allaient mourir et que c'était un piège depuis le début. En colère, la fille commence à frapper le mur de verre, réalisant qu'elle est entourée d'une collection des monstres les plus abominables et ils sont tous sur le point d'être libérés. Ok, c'est terrifiant. Être chassé par une famille de zombies est une chose, mais découvrir une armée entière de monstres sous terre en est une autre. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que pour le moment, nous sommes piégés dans une boîte en verre, ce qui signifie que nous sommes en sécurité. Mais c'était vraiment une erreur de venir ici en premier lieu. En toute logique, si nous savons déjà que l'environnement a été conçu pour nous tuer, alors ce qui nous attend en bas ne va probablement pas nous aider à survivre. C'est se jeter dans la gueule du loup et ça signifie seulement qu'il y aura plus de moyens pour les superviseurs de contrôler nos mouvements. Si c'était moi, je bloquerais cette entrée pour qu'aucun autre monstre ne puisse monter. Et nous pourrions continuer à essayer de trouver des moyens d'échapper au champ de force. Il est important de réaliser que nous avons pu entrer dans la zone même si le champ de force était actif pendant la journée. Il n'y a pas non plus de courbure dans ce mur, ce qui signifie que ce n'est pas un dôme. C'est une observation extrêmement importante parce que ça signifie qu'il y a peut-être encore un moyen d'appeler à l'aide. Avant de risquer ma vie dans ce piège mortel, j'utiliserai leur propre environnement contre eux et je commencerai à brûler la cabane. Nous savons déjà qu'il y a une lanterne dans la maison, et comme cet endroit est fait de bois, il devrait pouvoir prendre feu sans trop de difficultés. La fumée s'élèverait dans les airs, et à en juger par le paysage, il est très probable que nous soyons près d'un parc national qui aurait des gardes forestiers et peut-être même des tours de surveillance pour garder un œil sur tout. Si nous pouvons faire un feu pour que la fumée alerte les personnes à proximité, ça pourrait suffire pour que les autorités enquêtent sur le feu et envoient de l'aide. Même si le tunnel s'est effondré, il n'est pas rare que des hélicoptères soient dépêchés pour accéder à des zones difficiles. L'autre avantage, c'est que toutes les antiquités du sous-sol seraient détruites, ce qui signifie qu'il n'y aurait aucun moyen possible d'invoquer des monstres supplémentaires par accident. En réalité, déclencher un incendie n'alerterait pas seulement les gens de l'extérieur, mais aussi les superviseurs qui contrôlent l'endroit. Ça détruirait complètement leur plan, et ça pourrait même suffire à piéger quelqu'un qui viendrait évaluer la situation ou nettoyer les preuves avant l'arrivée des autorités. Si nous pouvons nous attendre à ce que ça se produise et que nous avons déjà localisé un ascenseur d'où ils pourraient monter, nous pourrions tendre une embuscade et les attaquer. Attirer les superviseurs vers le haut est beaucoup mieux que de descendre sur leur territoire. Et si nous pouvons en capturer un, nous aurons accès à toutes les informations dont nous avons besoin pour pouvoir nous échapper en vie. Pendant ce temps, dans la salle de surveillance, les superviseurs paniquent. Ils ne savent pas où sont allés les survivants. Mais c'est alors que cet homme voit les étudiants sur les images des caméras à l'intérieur de l'installation. Le superviseur ordonne à ses hommes de les achever, mais leur demande de s'assurer que Marty soit éliminé en premier. Dans l'ascenseur, la porte s'ouvre soudainement et un garde entre en pointant son arme sur les survivants. Il ordonne à Dana de sortir immédiatement, mais le bras coupé du zombie s'accroche à sa jambe, le distrayant. Saisissant l'occasion, l'ami pousse l'homme contre le mur et il tombe au sol. Marty prend l'arme du garde ainsi que le couteau du zombie, et ensemble ils sortent de l'ascenseur. C'est alors qu'ils entendent des bruits de pas se dirigeant vers eux et réalisent que des gardes ont été envoyés pour les traquer. Ils courent dans une des salles de contrôle, se mettant à l'abri des hommes armés qui commencent à leur tirer dessus. Dana remarque alors un bouton rouge intitulé « Purge du système » et l'enfonce, condamnant tout le monde dans le bâtiment. Les gardes cessent de tirer lorsqu'ils entendent quelque chose derrière les portes des ascenseurs et les monstres sortent soudainement pour les attaquer. L'ensemble du bâtiment passe en alerte rouge et d'autres créatures s'échappent de leurs cellules pour traquer leurs ravisseurs. C'est alors qu'une chauve-souris monstrueuse s'écrase sur la fenêtre et les étudiants s'enfuient en courant aussi vite qu'ils le peuvent. Ils trouvent leur sortie bloquée par une horde de zombies et ils n'ont pas d'autre choix que de s'enfuir par un trou dans le mur qui les mène dans cette énorme chambre souterraine. Contre les murs, ils trouvent ces tablettes, chacune avec un personnage unique. Et Dana réalise que les personnages représentent tous ceux qui sont allés à la cabane. Ça doit signifier que les personnes dirigeant l'opération secrète veulent qu'ils meurent dans le cadre d'un rituel. Et c'est alors que cette femme entre soudainement dans la pièce, prenant les étudiants par surprise. Elle explique que les tablettes représentent 5 rôles différents. La putain, l'athlète, l'érudit, le fou et la vierge. Chaque personne assignée à ces rôles doit être tuée dans cet ordre précis par des monstres. Mais la Vierge est la seule victime qui a le droit de survivre. Dana réalise que ça doit être son rôle, et Marty demande ce qui se passera s'ils ne sont pas tués. La femme explique alors que le monde serait détruit par des créatures appelées les Anciens, mais que tous les autres rituels mis en place par leur organisation ont déjà échoué. La pièce commence tout à coup à trembler, alors que la femme dit désespérément à Marty qu'il doit mourir.
sinon l'humanité entière sera détruite. Réalisant ce qui est en jeu, Dana lève l'arme vers son amie. Se retournant, Marty n'arrive pas à croire qu'elle l'ait trahi et la jeune fille est sur le point d'appuyer sur la gâchette quand un loup l'attaque par derrière. Elle laisse tomber l'arme sur le sol et Marty plonge pour la rattraper. Il se bat avec la femme qui a récupéré l'arme, l'arrache de ses mains et tire sur le loup faisant fuir la créature. C'est alors que la femme l'attaque faisant tomber Marty au sol et les deux se battent. Elle est sur le point de l'achever quand un zombie lui plante une hache dans le crâne, la tuant sur le coup. Voyant l'occasion qui s'offre à lui, Marty jette le cadavre hors de la plateforme et condamne la planète entière. La fin du monde approchant, les deux amis s'assoient et attendent alors que l'installation s'effondre autour d'eux et que les anciens se réveillent. Ça fait maintenant 7,9 milliards de morts et il n'y a plus rien à faire. Mais qu'en pensez-vous? Comment battriez-vous The Cabin in the Woods? Dites-le moi dans un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.